ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et bienvenue sur le webinaire sur l'approche sensorielle dans l'éducation nature, mise en œuvre facile et résultats garantis. Alors, ce webinaire vous est proposé par le groupe informel Réenchanter l'école, dont Hélène vous dira plus de choses tout à l'heure. Et c'est notre troisième webinaire. Nous étions à peu près un peu moins d'une centaine sur le premier. Nous avons été 138 sur le deuxième. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 230 inscrits pour ce troisième webinaire. Voilà, vous êtes nombreux à être présents et votre participation est très riche. Et pour cette participation, vous avez un espace qui s'appelle l'espace discussion. Et sur cet espace de discussion, on a de véritables petits trésors de conseils et de ressources variées. Et on vous encourage donc à utiliser cet espace de discussion. Et pour poser des questions à nos intervenantes du jour, eh bien, vous avez un espace qui s'appelle questions et réponses. Et là, vous pouvez poser des questions directement aux panélistes. Vos questions seront relayées par Laure qui écoutera vos questions, qui les déchiffrera, les regroupera et les relaiera auprès des panélistes. Alors, une équipe technique est aux commandes. Il y a Marie à côté de moi, que vous voyez de temps en temps arriver. Il y a Laure aux questions. Et il y a attends, excusez-nous, on est en train de régler quelques petits détails techniques. Et voilà. Nous ne sommes pas des pros de l'utilisation du webinaire, vous pouvez vous en rendre compte, il y a quelques petits problèmes de calage de fonctionnement. Et vous demande, on fait ça avec notre cœur et on vous demande votre indulgence. Voilà, donc cette action, c'est un soutien aux enseignants, aux éducateurs, et ça occasionne de temps en temps quelques frais et pour notre groupe et nos partenaires. Et pour les couvrir, on a ouvert une cagnotte pour une participation libre. On vous mettra le lien avec la cagnotte dans le fil de la discussion qui est sur votre droite. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire en préambule de tout ça. Donc, mes petites bulles sont finies dans le pré. Et je vais passer le relais à Roland qui a très envie de vous présenter le déroulé et nos invités du jour. Voilà, donc bonjour à toutes et tous, très heureux pour ce nouveau partage sur l'éducation nature. Juste pour présenter un peu plus ce sujet, c'est un peu l'idée d'un grand virage qu'on a connu et qu'on connaît encore hein, dans nos pratiques d'éducation nature. Quand on a démarré, on sortait des leçons de choses en fait, hein, on sortait des leçons de choses et on était très axé dans les années 70 encore, on était très axé sur un transfert de connaissances. La question c'était de leur apprendre des choses. Et voilà, on sortait, on faisait des sorties, mais pour leur apprendre des choses. Et et ben, petit à petit, et on va comprendre pourquoi dans ce qu'on va vivre là ce matin, bien, il y a un grand virage qui se fait et il est plus question maintenant d'être présent à la nature. Voilà, c'est un peu cette idée d'un grand virage entre on va leur apprendre des choses et on va faire en sorte qu'ils soient présents à la nature. Il y a un peu ça comme toile de fond. On pourra en discuter, bien sûr, tout ça c'est ouvert. Donc, pour nous aider à avancer sur ce sujet, là, on a 3 panélistes et j'espère bientôt une 4e. Il y a Manon Luneau qui est de notre territoire là de la Bigorre. Il y a Martine Magnier qui est du Nord et pas très loin Juliette qui est des Ardennes, pas loin de la terre historique de Boultebois
et de la Hulotte, et puis de CIN Boltevoix, qui a joué un rôle très important dans le développement de l'éducation à l'environnement en France. Voilà, donc sans plus, Manon, tu as une expérience, toi, donc, sur cette approche sensorielle depuis pas mal d'années maintenant. Tu as publié un livre récemment, j'aurais dû le sortir pour le montrer, rappelle-moi, sur la montagne, sur les activités nature en montagne. Je montrerai tout à l'heure. Et là, donc, je t'invite à nous dire un petit peu ce que tu mets, toi, sous ce mot approche sensorielle, et pour toi, comment tu le pratiques et ce que ça apporte un peu au public, quoi. Super. Ben, merci Roland, je suis très contente d'être là aujourd'hui, de continuer cette belle dynamique. Juste pour resituer un petit peu mon approche, donc moi je suis éducatrice à l'environnement au départ et j'ai créé les balades de l'émerveillement. Ce sont des balades justement qui mettent en avant l'approche sensorielle. Ce sont des balades pour apprendre à se détendre tout en s'amusant dans la nature et qui effectivement s'adressent dans un premier temps à un public enfant. Et depuis maintenant quelques années, je transmets aussi cette approche-là dans des initiations à l'approche sensorielle de la nature comme outil de mieux-être auprès des thérapeutes, auprès des praticiens, mais auprès de toutes les personnes qui accompagnent les enfants dans leur cadre professionnel. Et donc, effectivement, nous étaient posées 3 questions pour un petit peu cadrer notre intervention. Qu'est-ce que ça veut dire finalement l'approche sensorielle ? Pour moi, tout simplement, je repars de la définition du sens. Qu'est-ce que sont les sens ? Pour moi, ce sont les systèmes récepteurs de la perception. Alors, je m'arrête à une définition qui est très physiologique, mais vraiment, les sens nous permettent d'être en relation avec les autres et avec le monde. C'est vraiment les sens qui nous permettent ça. Donc, l'approche sensorielle nous permet ça, d'être en relation, d'être en lien avec les autres et avec le monde. Donc bien sûr, les plus connus, on parle souvent des 5 sens, les plus connus, la vision, l'olfaction, l'audition, le toucher, le goût. Il y a aussi le 6e sens qui est un petit peu moins connu, qui est la proprioception. Mais on peut aussi rajouter plein d'autres sens, comme l'intuition par exemple, qui rentre moins dans la définition physiologique du terme, mais qui a toute son importance. Et comment je la pratique aujourd'hui, cette approche-là ? Donc je la pratique via des accompagnements individuels auprès d'enfants en situation de stress notamment. Alors des enfants qu'on peut appeler hypersensibles, atypiques, enfin des enfants qu'on peut mettre rapidement dans des cases. Et donc je les accompagne sur le terrain, c'est-à-dire sur des accompagnements individuels lors de balades, entre 4 à 8 balades à peu près. Et moi, ma manière de concevoir les choses, c'est que je pars toujours de là où en est l'enfant. Donc je le laisse s'exprimer, je l'écoute et je suis vraiment à l'écoute de ce qui lui plaît. Par exemple, lors de mon dernier accompagnement, il y a un petit garçon qui était vraiment accro à la guitare, qui était musicien. Et donc, forcément, tout de suite, je suis partie sur le chant des oiseaux. On est vraiment parti sur l'audition au départ. Et petit à petit, ce petit garçon, il a réussi à se détendre, à s'amuser. Et voilà, je pense qu'au début, effectivement, ma présence est soutenante, accompagnante. Je montre un petit peu l'exemple. Et puis petit à petit, l'enfant, au fur et à mesure de mon accompagnement, va trouver les ressources qui lui font du bien dans la nature. Et petit à petit, on va arriver au fil des séances à, pourquoi pas, ça m'est arrivé des petits garçons qui confient leurs soucis aux truites pour qu'ils les emmènent plus loin dans la rivière. Et hop, les soucis, on les voit partir avec le mouvement de l'eau. Et c'est bien parce qu'on a eu cette capacité visuelle à saisir les mouvements de l'eau qu'on arrive aussi petit à petit à s'ancrer là-dedans. Ce qu'elle apporte aux enfants, cette approche sensorielle, elle apporte énormément de choses. Forcément, elle leur permet, je pense, de devenir des enfants puis des adultes plus épanouis. Je pense qu'on en est vraiment là aujourd'hui. Ce qu'elle apporte forcément, c'est cette notion de pleine présence. C'est parce que je vois et parce que je suis vraiment attentif à ce que je vois. C'est parce que je touche et que j'arrive à qualifier la douceur, la texture. C'est parce que j'entends, c'est parce que je goûte parfois, que je suis pleinement ici et maintenant, que je suis ancrée. Je suis en fait dans le monde de la matière. Je ne suis plus devant mon écran. On connaît tous la problématique des écrans en ce moment, l'importance des écrans dans la vie des enfants qui grandit. Mais je ne suis plus non plus que dans le mental pour tous ces enfants qui justement, en tout cas les enfants que j'accompagne, qui sont souvent dans le mental. Et bien l'approche sensorielle leur permet tout simplement de revenir dans la matière,
Dans la nature, il y a une diversité de textures, de reliefs, de couleurs, d'odeurs. Et notre rôle, en tout cas le mien, c'est de simplement accompagner l'enfant, être soutenante pour qu'il puisse réapprendre à percevoir. Je pense qu'on en est là. Voilà, tout ça, ça va forcément favoriser les capacités de concentration, d'attention. Ça va aussi lui permettre de refaire l'expérience du sentiment d'émerveillement, qui est un sentiment qui me tient beaucoup à cœur, qu'on puisse laisser la place à l'enfant, d'être surpris, d'être joyeux, d'être en admiration par rapport à des découvertes nature. Et ça, vraiment, c'est leur laisser aux enfants cet espace-temps dans lequel ils vont pouvoir exprimer toute leur sensibilité. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Baptiste Morisot, qui a écrit un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant ». Et lui, il nous dit qu'au-delà de toutes les crises que nous sommes en train de vivre, crise sociale, économique, écologique, il y a aussi la crise de la sensibilité. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je remarque depuis quelques années, à la fois, ouais, voilà, super Roland de l'illustrer. Je vous conseille vraiment cet ouvrage, à la fois, voilà, cette crise de sensibilité, je pense que c'est un enjeu majeur du moment. Et je pense qu'en accompagnant les enfants à exprimer leur sensibilité dans la nature, via l'approche sensorielle, c'est vraiment l'outil privilégié, eh bien, nous arriverons à construire des enfants plus épanouis, des adultes ensuite qui auront envie de prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de la nature. Donc, c'est comme ça que je vois l'approche sensorielle. Et puis, bien sûr, pour revenir sur le sentiment d'émerveillement, on en a, je pense, tous ici, peut-être, et je l'espère, fait l'expérience, mais ce sentiment d'être vraiment en admiration devant le spectacle de la nature, eh bien, c'est bon pour nous-mêmes. Il y a des études qui le montrent, hein, c'est bon pour nous-mêmes, ça nous fait du bien. Et ça favorise aussi le comportement prosocial, c'est-à-dire mon envie de m'ouvrir à l'autre. Et ça, je pense qu'en termes d'éducation, d'apprentissage, on a vraiment besoin en ce moment d'accompagner les enfants dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai envie de donner la main à mon copain pour qu'on aille ensemble vers la construction d'un monde plus juste. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, l'enjeu, il est vraiment là de mon côté. C'est de réapprendre à percevoir, nous en tant qu'adultes, je pense qu'on en a grandement besoin, mais aussi d'accompagner les enfants à cultiver ce sentiment d'émerveillement via cette approche sensorielle. Je ne sais pas si j'ai utilisé mon temps de... Oui, tu peux nous dire un peu plus sur ta pratique, peut-être Manon, Oui. comment tu mets en œuvre, est-ce qu'il y a des petits rituels, comment tu t'organises, ou quelle activité pour toi sont vraiment les activités clés quoi, que tu utilises le plus souvent peut-être? Alors, forcément, j'utilise beaucoup le jeu avec les enfants, l'approche ludique. Et donc, c'est via l'approche ludique que petit à petit, on va réussir à passer 5 minutes à toucher la mousse, par exemple, la mousse qui est sur un arbre. Donc, des jeux, il y en a plein. Je pense que ça, c'est à chacune des intervenants, des accompagnants, de s'approprier ceux qui résonnent pour eux. Et oui, effectivement, j'ai des rituels, des constructions de balades avec un temps où justement on permet l'ancrage au tout départ, c'est-à-dire on prend le temps d'être ici et maintenant juste avant de se mettre en mouvement, par exemple, dans la balade. Donc il y a plein de choses. Il y a aussi l'approche artistique, la lecture à voix haute, qui nous permettent de faire des liens justement pour rejoindre l'enfance, ce que je disais tout à l'heure sur le point de départ, là où il en est voilà, au moment de la balade. Ok. Très bien, merci. Donc, Hélène Pagnien, si tu veux bien, parce que maintenant tu nous as rejoints, on est très contents. Il faut que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Donc, Hélène, qui est donc une enseignante du public, des CP, je crois, en ce moment. C'est ça. Et Hélène est à Tarbes et elle est aussi donc à l'initiative de ce groupe-là dont Hélène Knoll vous a évoqué l'existence et qui est, disons, ce groupe dans lequel, informel pour l'instant, hein, avec lequel on se retrouve pour essayer d'inventer une école plus joyeuse, etc. Donc Hélène, si tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça et comment ça s'est construit le début de Réenchanter l'école, là, hors Pays de Bigorre. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis bien contente de vous voir. Oui, Réenchanter l'école. En fait, alors ça a commencé dans la forêt, justement, parce qu'on a choisi de se laisser inspirer par la nature. On s'est réunis le 25 juillet dernier avec
un certain nombre de personnes qui étaient animées par le fait de se poser des questions sur l'éducation. Et en fait, je crois qu'il y a une chose qui nous relie, c'est que on voit en fait, on voit la beauté des enfants, on voit leur sourire, on voit leur envie d'exister et ça nous touche. Et en fait, je pense que ce qui nous anime au départ, c'est quand même le fait d'avoir envie de protéger ça. Et du coup, en même temps, on constate aussi beaucoup de souffrance dans l'école publique notamment, mais aussi dans l'éducation en général. Et en fait, on se pose la question de oui, il y a cette souffrance-là, mais comment on peut la transformer, cette souffrance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la transformer? Donc, on a réfléchi, on a parlé ensemble et on a observé aussi, et on a vu que autour de nous, il y avait déjà dans l'optique de pouvoir protéger justement l'enfant, de faire circuler la vie, de remettre du vivant à l'école. Mais il y avait plein de choses qui existaient déjà, c'est-à-dire qu'on a plein d'écoles alternatives pardon, qui se créent un peu partout. On a des associations d'éducation à l'environnement qui proposent plein de choses super chouettes pour les enfants dans les écoles. Et puis, on a surtout des citoyens qui ont envie que les choses changent, qui ont envie que les enfants puissent être heureux, retrouvent leur joie d'apprendre, retrouvent aussi le plaisir d'aller à l'école. Et du coup, avec toutes ces choses qu'on a constatées, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, l'idée, c'est de créer une communauté éducative autour de... Enfin, là, du coup, ici, on se retrouve avec des personnes de toute la France, mais l'idée, c'est de créer une communauté éducative locale, de se mettre en lien avec les autres et de voir comment on peut construire et créer des moments ou des circonstances qui permettent de vivre des expériences et qui permettent aux enseignants aussi de retrouver de la joie et de l'enthousiasme pour transmettre ça aux enfants. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est protéger le sourire des enfants, en fait. Faire en sorte qu'ils arrivent en courant à l'école avec beaucoup d'enthousiasme et qu'ils retrouvent la joie d'apprendre, qui puissent s'épanouir et s'émanciper. Voilà, donc c'est réenchanter l'école. Et une des choses qu'on a eu l'idée de faire grâce à Graines d'école, une association qui va dans le même sens que nous, il me semble, qui a créé un premier webinaire sur la nature. Et on s'est dit que voilà, une des actions qu'on pouvait mettre en place en ce moment, avec le contexte actuel, c'était de créer des webinaires sur la reconnexion à la nature et les enfants. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Hélène. Ouais, je crois qu'on a tous connu ces moments où on voit les enfants super heureux de faire une sortie, ou nous-mêmes, on est dans cette joie de vivre des expériences de nature avec les enfants. Et c'est vrai que cette idée que les enfants partent avec plaisir à l'école et en reviennent heureux, ça peut être un super fil conducteur. C'est pas utopique, quoi. Voilà, Clotilde nous a rejoint. Ça n'a pas été très facile ce matin, mais ça y est, Clotilde est là. Donc, Clotilde est donc pédagogue dans une école associative à Bagnères de Bigorre. Et ça s'appelle l'école Bob. C'est les boutons d'or de Bigorre. Voilà, et donc c'est une école qui est beaucoup inspirée des pratiques de Steiner dans sa pédagogie, et donc dans cette pédagogie où il y a une grande place pour la nature, l'art, et puis Clotilde va nous en dire beaucoup plus. Donc Clotilde, tu as 10 minutes pour commencer, puis après il y aura des questions et tu pourras à nouveau intervenir. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, l'approche sensorielle dans ta pratique éducative, peut-être nous dire 2 mots de l'école des Boutons d'Or, hein, ou 3, ouais. Et puis nous parler après de ta pratique sur l'approche sensorielle. Merci Clotilde. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Très bien, très bien. Super. Bonjour. Alors effectivement, je suis maîtresse à l'école des Boutons d'Or à Bagnères de Bigorre, qui est une école associative à pédagogie Steiner. Donc les écoles Steiner, on en parle de temps en temps, pas toujours en bien. Et voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas, puis il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup. Notre idée à Bagnères de Bigorre en créant une école,
c'était d'abord de créer une école proche de la nature. C'était notre première motivation avant de choisir sur quelle pédagogie on allait s'appuyer. Et l'équipe qui a créé l'école, c'est majoritairement des paysans, en fait, ou des gens très, très proches du monde paysan qui ont créé cette école. D'abord avec une poignée d'enfants. Il y a 8 ans, il y avait 3 enfants. Aujourd'hui, il y en a presque 70. Voilà, donc c'est un gros, gros succès. Il y a des familles qui viennent de loin pour venir à l'école des Boutons d'Or. Et leur motivation principale, généralement, c'est ce qu'on affiche. C'est une école proche de la nature, beaucoup de liens avec la nature, beaucoup de temps dehors. L'école maternelle, on l'appelle le jardin d'enfants. Donc, on a 3 groupes à l'école maternelle, un groupe de petits de 2-4 ans et 2 groupes de 3-4 jusqu'à 6 ans. Et ces groupes-là, ils sont beaucoup dehors, dans le jardin de l'école, en forêt, dans une petite ferme pédagogique dans les Baronnies. Et ils passent la moitié de leur matinée dehors, de toute façon, quand c'est au jardin à l'école. Et puis, une fois par mois, ils vont à la ferme pédagogique. Et puis, régulièrement, ils font des sorties en forêt. Et voilà, c'est des enfants qui mettent les bottes et la salopette de pluie presque tous les jours de l'année. Quand en ce moment, il fait beau dans les Hautes-Pyrénées, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on sort quel que soit le temps, évidemment, sauf s'il y a tempête et risque de chute de branches, on ne sort pas en forêt, mais sinon, on sort un peu par tous les temps et on apprend à découvrir la nature. Quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, on fait des glissades, on escalade les arbres qui sont tombés, on coupe des branches, on va barboter dans la rivière avec ses bottes. Les parents apprennent à acheter des salopettes et des bottes bien étanches. Et en fait, on passe beaucoup de temps au jardin d'enfants à jouer dans la nature, à jouer avec la nature. Les maîtresses, qu'on appelle les jardinières d'enfants, vont répondre bien sûr aux émerveillements des enfants ou aux questions des enfants, s'émerveiller avec eux, de la petite goutte de rosée, de la feuille givrée, de la toile d'araignée qu'on voit dans le matin, enfin toutes ces jolies petites choses-là que les enfants vont découvrir. Et on travaille donc la connexion à la nature par le vécu, vraiment, à l'école maternelle. Et puis, et voilà, les enfants vont construire là-dedans. Et oui, ce que je voulais dire juste avant, c'était qu'ils travaillent beaucoup leur coordination, leur équilibre, leur latéralité à travers tout ça. Et on voit vraiment la différence après, les enfants qui arrivent à l'école élémentaire, qui viennent du jardin d'enfants, les écoles qui viennent d'autres écoles, parce qu'on accueille des enfants qui arrivent de l'école publique où ils n'étaient pas forcément bien, et puis ils viennent au Bouton d'Or pour voir s'ils y sont mieux. Et ben, parfois, on voit des différences dans la motricité et le fait d'habiter son corps jusqu'au bout. Et voilà, le fait de marcher dehors, de marcher dans la forêt, de marcher en tout terrain, de jouer dehors par tous les temps, ça a une influence forte sur comment on habite son corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et il me semble que c'est important pour la suite. Voilà. Et après, à l'école élémentaire, on continue à aller beaucoup dehors. D'abord, on a nos récréations dans une cour de récréation qui est un jardin et qui n'est pas une cour de récréation bitumée. Donc déjà ça fait qu'à certaines périodes, quand il pleut beaucoup, ben, on a nos cours de récréation dans la boue et à d'autres périodes, pas. Et on va aller, on essaye d'aller régulièrement en forêt. Alors cette année, c'est un petit peu compliqué avec tout ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, enfin, on y va quand même. On va une demi-journée par semaine en nature, forêt ou grand parc qu'on a sur Bagnères, qui est proche d'une petite rivière. Et puis, alors, les plus petits de l'école élémentaire vont encore beaucoup pratiquer le jeu libre. Alors, ils inventent des milliards d'histoires au bord de la rivière, ils construisent des ponts, des machins, ils sont dans les bois, ils se construisent plein de choses. Et puis, petit à petit, on propose aussi des activités de bricolage ou de faire du feu ou de faire la cuisine sur le feu de bois, de faire une tisane, de faire un goûter. Là, moi, j'ai construit depuis le début de l'année avec les enfants de ma classe, qui sont les plus grands de l'école, donc du CE2 jusqu'à la fin du primaire, on a construit une yourte en bambou. Et on vient de monter la yourte et ça n'a pas été simple de couper 240 bambous, de faire 5 ou 6 trous par bambou des deux côtés avec des perceuses, de passer les fils dans les trous, mais les fils, ils ne voulaient pas passer. Alors, c'était compliqué de monter tout ça, d'arriver à faire tenir le toit. Ça tient par l'équilibre du toit qui ne peut plus descendre.
Et la yourte, elle est debout et on a fait un feu au milieu de la yourte et on a mangé autour du feu dans la yourte. Et ils étaient vraiment fiers, quoi. On y a passé plus d'un mois, presque 2 mois, une après-midi par semaine à construire cette yourte. Et ça leur appartient vraiment, quoi. Avec une autre année, on avait construit aussi un bac à sable en briques pour les plus petits. Et puis après, on les laisse aussi beaucoup dans le jeu libre. J'avais fait aussi une fois une structure pour faire sécher la vaisselle avec des bouts de bois et des ficelles. Voilà, bref. Donc, ce qu'on pratique, c'est beaucoup le jeu libre, de découvrir par soi-même, de regarder par soi-même, et puis aussi les activités dans la nature et le bricolage. En fait, beaucoup dans le vécu, dans le fait de faire dans la nature et pas seulement d'apporter une malle pédagogique et de raconter que l'abeille, elle a 6 ailes et la fourmi 6 pattes, etc. Mais plus d'être dans le concret, dans le vécu. Et dans la petite ferme pédagogique dans laquelle on va régulièrement dans les baronnies, on fait aussi des activités propres au monde paysan, c'est-à-dire qu'on expérimente ce que le monde paysan va faire. Donc, on va rentrer des fagots de branches et de feuilles pour les animaux l'hiver, on va rentrer du foin, on va rentrer de la fougère pour faire la litière, on a tondu les brebis cette année, au printemps, on va préparer du compost, là, bientôt, on va y retourner pour couper du bois, voir à quoi peut servir le bois, au feu, au bricolage, à faire du bois déchiqueté pour le jardin, etc., etc. Et on est beaucoup comme ça dans l'expérimentation et de faire pour comprendre comment ça marche et moins d'arriver par la théorie pour... voilà, parce qu'on a l'impression que dans le faire et dans le fait d'expérimenter, on comprend aussi mieux. On a récemment là, semé du blé avec les enfants de ma classe. Donc, on a préparé le terrain, on a semé le blé, on a gratté pour remettre la terre dessus. On a essayé de voir si les enfants, ils arrivaient à tirer la herse ou la charrue que d'habitude le mulet tire. Donc, les enfants ont réussi à tirer la herse tout seuls et après, ils ont réussi à tirer la charrue. Et c'était toute la classe qui tire la charrue. Évidemment, ce n'est pas une activité paysanne de tirer la charrue avec la force humaine, mais c'était beau de voir les enfants réussir à tirer la charrue. Et puis, on va regarder ce blé pousser, on va aller observer les petites pousses dans les graines, et puis petit à petit, comment il grandit. Et puis, à la fin de l'année, on ira récolter le blé et on essaiera après de le transformer en farine, etc. etc. Voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi avec eux, c'est faire des dessins, parce qu'à travers le dessin, en fait, ils observent plus finement. Donc, dessiner les animaux, dessiner les fleurs qu'on peut rencontrer, et puis dessiner les paysages aussi. Voilà, alors quand on dessine un paysage, à certaines périodes de l'année, on voit très bien les parties qui sont des champs, les parties qui sont des prés de fauche, les parties qui sont de la pâture juste, les parties qui sont en train de s'embroussailler, les parties qui sont en forêt, les parties qui sont plantées. Et du coup, ça donne aux enfants le fait d'observer et de dessiner, ils regardent plus finement et puis ils vont chercher alors combien il y a de pétales, comment est le paysage, pourquoi. Et on se raconte un peu pourquoi le paysage il est comme ça, qui est-ce qui travaille dans ce paysage, qui est-ce qui fait quoi. Voilà. Et je ne sais pas ce que je peux dire encore. J'ai déjà dit pas mal de trucs. Non ? Oui, c'était bien, super. Là, on a vraiment vécu la situation. Ça sent vraiment la terre, ça sent la présence des mains, de la sueur quand on tire une charrue. Je sais pas, ils étaient combien à tirer leur charrue là? Ils sont 12 dans ma classe, donc ils étaient 11 ce jour-là. Il y avait une fille qui était absente. Et voilà. C'est une école où on met vraiment beaucoup les bottes, beaucoup la main dans la terre. Il ne faut pas avoir peur quand on est parent de laver des habits. Parfois, les enfants ont de la boue de la tête jusqu'aux pieds. Et ce qui est très, très beau, c'est de voir que ces parents, finalement, ils sont tous contents de voir leurs enfants sales le soir. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et pour nous, c'est vraiment aussi un signe que les parents sont avec nous et ont compris l'intérêt d'être dans la nature, de toucher à la nature. Un petit enfant à 3 ans, il touche la nature avec tout son corps, pas juste avec ses yeux. Et donc, il va se vautrer là-dedans. S'il y a une rivière avec pas beaucoup d'eau, il va barboter dedans, il va se remplir les bottes d'eau. Et les bottes d'eau, après, c'est mouillé et c'est froid. Mais voilà, on les vide, mais on les re-remplit aussi vite. Là, on est dans le sensoriel. Et
Et les tout petits, ah oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les tout petits de 2-4 ans, en fait, ils commencent toute leur journée dehors. Les 2 premières heures de la journée, en fait, ils sont accueillis au jardin et donc ils commencent la journée dehors et ils voient la nature se réveiller le matin. Ils entendent les oiseaux se réveiller, ils voient le givre fondre petit à petit quand le soleil arrive. Et voilà, ils se réveillent le matin dans la nature et ça, c'est aussi voilà, une belle chose que ces tout petits peuvent vivre. Je vois Clotilde, Merci. tu nous invites. Oui. Et je veux bien que vous m'invitiez aussi. Bah, c'est bien, je viendrai voir. C'est intéressant, un point intéressant parmi tout ça, par rapport à l'intervention de Julie Ricard de dimanche dernier. On voit tous les liens qu'il y a entre la forest school telle qu'elle est pratiquée dans les pays nordiques et cette pratique-là de l'école des Boutons d'Or dans les Hautes-Pyrénées. Vraiment, il y a plein de convergences, il y a plein de points communs en fait. Très intéressant. Julie a particulièrement intéressé les participants dimanche dernier quand elle a évoqué le bac à bout. Elle nous a donné un kit, c'est le kit bac à bout. Et voilà. Et puis donc, quand j'entends Clotilde dire qu'il y a des parents qui sont super contents de voir les enfants arriver tout sales, ben ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça fait plaisir parce que voilà, c'est cette liberté d'être dehors, eh bien, c'est les contraintes par des vêtements qu'il ne faut pas salir, qu'il ne faut pas abîmer. On perd beaucoup, quoi. On perd énormément. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde. Donc, merci bien. Donc, oui, donc j'avais promis de montrer le livre de Manon. Ah, voilà, le livre de Manon. Voilà, voilà. Ensuite, donc, alors, avec Martine, ça faisait, bon, on s'est connus, Martine et Juliette et moi, on s'est connus sur le terrain du réseau École et Nature. Tous les trois, on a fait plusieurs fois les rencontres nationales École et Nature, qui étaient vraiment à l'époque, entre les années début 80 et 2010, je ne sais pas trop dire, ça a été vraiment les rendez-vous annuels qui réunissaient 200, 300, des fois plus encore de participants pendant une semaine. C'était des grands moments d'échange. Et Martine a longtemps été dans les parcs régionaux, le parc régional de l'Audomarois, Martine, c'est ça, Audomarois. Et Martine a été aussi chargée par la Fédération nationale des parcs régionaux pour animer un groupe d'animateurs des parcs sur l'éducation nature. Et donc là, les parcs régionaux aussi ont joué un grand rôle dans les assises nationales de l'éducation à l'environnement, dans la construction du collectif français pour l'éducation à l'environnement. Enfin, ça a été des moments très forts au point de vue associatif et voilà, la capacité qu'on a de faire ensemble dans la société civile. Voilà, c'est pour moi des très bons souvenirs. Alors Martine est passée un peu d'experte éducation nature, pratique de l'approche sensorielle en particulier. C'est vraiment une des pionnières. Elle nous racontera ça. Martine, j'espère que tu nous auras 2-3 minutes sur un peu ton parcours, tes rencontres déterminantes pour prendre ce grand virage. Je ne sais pas ce que tu penses de cette idée de grand virage, mais voilà. Et peut-être tu nous diras comment après tu as cheminé vers le soin, parce que maintenant tu es thérapeute et donc tu es passé de l'éducatif au soin, ce qui n'est pas vraiment étrange, hein, parce que ça arrive déjà à pas mal de monde, mais ça nous intéresse de savoir comment tu as fait ce cheminement. Martine, à toi, 10 minutes. Merci. Merci. Donc, merci Roland. Donc, pour moi, absolument tout ce que nous vivons, c'est vraiment important le sensoriel parce que tout passe par nos sens, tout ce que nous vivons. Même si on faisait une expérience où on a été complètement coupé de nos sens dans une question de sensorialité, où on voit rien, où on n'entend rien, où en plus on a le Covid, on sent rien, on n'a plus le goût, eh bien, on aurait quand même des perceptions sensorielles, tout simplement parce qu'on a la capacité directement de stimuler nos aires sur le cerveau, toutes les aires sensorielles, grâce à notre imaginaire. Donc, le sensoriel, c'est la base. Si je vous demande tous, par exemple, de fermer les yeux un instant, essayez de fermer les yeux pour plus voir, et de visualiser une fleur rouge. Visualisez une fleur rouge. Voilà, je vois, les fleurs rouges arrivent dans vos têtes. Au bout de quelques secondes, voilà, vous allez tous voir, et vous allez voir sans les yeux cette fleur rouge. Une
Dès que vous la voyez, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà. En fait, le sensoriel, ça ne s'apprend pas. C'est pour ça que l'éducation sensorielle, non, ça fait partie de notre nature instinctive. On est né avec tous nos sens et on les a même déjà développés in utero dans le ventre de notre maman. Hein. Le premier sens, c'est le sens du toucher. Ensuite, on a le goût, l'odorat. On goûte ce que notre maman mange par le liquide amniotique. On entend les sons du dehors. On voit les lumières. Donc, c'est vraiment la première porte d'entrée pour découvrir l'environnement. Et contrairement à l'approche scientifique, ben, ça ne s'apprend pas, l'éducation sensorielle. À quoi ça sert d'avoir des sens? Ben, dans le monde animal, tous les sens, ça sert surtout à la survie de l'espèce. Hein. On a des sens qui sont adaptés à notre mode de vie. Donc, les chouettes, elles voient dans le noir, je sais pas, les renards ont le wifi, etc. Et nous, si on a un mode de vie où on voit souvent très proche des écrans, si on a un mode de vie, si les enfants restent enfermés, eh bien, leurs sens s'adaptent à ce mode-là et deviennent tous plus ou moins des difficultés à voir les grands espaces. Il y a beaucoup d'enfants qui sont myopes, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus le sens très développé du toucher, le sens de l'odorat, parce qu'ils ne les utilisent pas, ils n'en ont pas besoin. Pareil, les Indiens qui mangent très épicé ont un sens du goût qui est différent du nôtre. Nous, dès qu'on mange trop épicé, on est beaucoup plus sensible. Donc, on s'adapte. Ça, c'est aussi important. Et en plus, les organes sensoriels ne sont pas les mêmes pour chacun. Il y a des gens qui n'entendent pas trop d'une oreille ou d'une autre. Et donc, il y en a d'autres qui sont myopes. Et donc, on a chacun vraiment un univers sensoriel qui nous est propre et qui est particulier. Ce qu'on appelle la vérité, c'est en fait vraiment pas la même pour tous. Et en plus, tout ce qu'on ressent au niveau sensoriel, ben, ça se mélange avec notre mémoire, avec nos souvenirs. Ça nous influence. Si on a eu une rencontre sensorielle sympa et qu'on va retrouver la même chose, alors on aura à chaque fois, c'est automatique, une réaction d'attraction vers ce qu'on a aimé. Si on a eu une mauvaise rencontre sensorielle, quelque chose qui nous a dégoûté, et ben systématiquement, on aura une réaction d'attraction, d'évitement, de fuite. Donc, c'est très important. Le corps enregistre tout et ne ment jamais. C'est pourquoi c'est vraiment extrêmement important de vivre dans la nature et dans la vie en général des expériences sensorielles positives, variées, très diversifiées pour engranger dans l'enfance plein d'agréables souvenirs et continuer d'aller dans la nature, d'avoir envie de découvrir. Donc, même si l'utilisation des sens ne s'apprend pas, l'éducation sensorielle est hyper importante parce que ça nous permet d'affiner, ça nous permet d'affûter, ça nous permet de s'améliorer et c'est par une pratique. Tout ça, c'est par la pratique. Et s'il y a une pratique, il y a donc une éducation. S'il y a une éducation, ben, il y a tout un monde d'éducateurs à la nature. Et je dis très souvent que l'éducation n'est jamais neutre. Dès qu'il y a une éducation, ce n'est pas neutre. On a des objectifs derrière, des objectifs qui dirigent cette éducation. Et dans le champ de l'éducation à la nature, les objectifs pour l'éducation sensorielle sont très intéressants. Pour moi, le plus important premier, c'est de permettre aux enfants d'oser aller dans la nature, d'enlever leurs peurs, d'enlever leurs craintes, toutes ces peurs qui sont beaucoup venues par une éducation de ne te salis pas, attention, tu vas te faire mal, tu vas tomber, c'est dangereux, les araignées, c'est méchant. Donc, tout le monde a attrapé les peurs. Donc, l'éducation sensorielle, ça va permettre de passer au-dessus de ces peurs. Et le deuxième objectif pédagogique, vraiment, c'est d'aiguiser la sensibilité des enfants, des adultes. Hein. C'est de leur permettre d'avoir une capacité de jugement, de se dire « Ah là, oui, oui », de s'émerveiller. Tout à l'heure, on a parlé d'émerveillement avec Manon, Hélène. Et c'est aussi d'ouvrir cet esprit, soit à l'émerveillement, mais soit aussi à la répulsion. C'est important aussi. Et donc, le troisième objectif qui en découle, c'est que les enfants vont avoir la possibilité d'entrer dans une relation au monde qui est vraiment profondément poétique, sensible, une relation au monde symbolique. Je crois que ces trois mots-là, c'est important. Alors, comment je fais, comment on fait? Pour moi, il y a deux façons de faire, en fait, deux voies principales. Donc, de mon métier, donc, quand j'étais effectivement, comme l'a dit Roland, dans l'éducation et à l'environnement, j'ai beaucoup travaillé sur une voie qui était l'approche active, en fait, les pédagogies actives, les pédagogies sensorielles, avec des activités ludiques, dynamiques, un petit peu comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, des activités participatives. Donc ça, c'est vraiment la première voie, la voie active. Et puis maintenant, dans mon métier de thérapeute, où j'organise encore plein de stages, plein d'ateliers où je suis avec des groupes dans la nature,
je développe beaucoup plus un autre chemin qui est le chemin beaucoup plus calme et qui repose sur la contemplation, la méditation de pleine conscience, sur une approche d'observation et de contemplation. Alors, l'approche active, moi, j'ai vraiment rencontré ça, donc, comme dit Roland, là, qui nous dit bien là, dans les années 80, avec Steve Van Matre et Joseph Cornell, qui sont deux Américains qui j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois, de rencontrer, faire partie de mouvements avec eux, et qui ont vraiment amené en France. Ensuite, c'est un réseau, tout le monde s'est fait des formations, tout le monde s'est transmis, les balades sensorielles de Steve Van Matre et les activités. Donc, c'est ce qu'on appelle c'était les marches de sensibilisation à la Terre. C'était des petites fiches qu'on avait, qu'on finissait par se photocopier parce qu'elles n'ont pas été traduites beaucoup. Il n'y a pas de livres qui existent, il n'y a que des livres, je vous les montrerai tout à l'heure, en américain. Donc, la base pour les enfants, c'est d'attiser leur curiosité, de les motiver à travers le jeu et de les emmener dans des balades où il y a un fil conducteur et où il y a plein de petites activités. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pas trop, je vais vous dire un exemple. Je choisis par exemple l'exemple de l'arc-en-ciel. Voilà, donc on se balade dans la nature, vous imaginez, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, le ciel est tout noir, tout gris, et on est près d'un champ. Et soudain, ben voilà, une petite pluie fine arrive, tombe du ciel, et c'est tellement beau qu'on se met là pour regarder cette pluie. Et là, il y a un magnifique arc-en-ciel qui arrive dans le ciel. On montre aux enfants, il arrive de là, hop, de l'autre côté, tout le monde suit des yeux cette magnifique arc-en-ciel et le visualise, comme on l'a fait tout à l'heure avec la rose rouge. Tout le monde voit ce magnifique arc-en-ciel. Et là, soudain, on prend du temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'arc-en-ciel explose en 1000 petits morceaux et il y a des petites gouttes d'arc-en-ciel qui tombent sur la terre. C'est fantastique, toutes les couleurs tombent sur la terre, mais c'est difficile parce que dès qu'elles touchent le sol, on ne peut pas les attraper, elles disparaissent. Mais moi, j'ai réussi à en attraper quelques-uns et je vais vous les montrer. Vous voyez mes éclats d'arc-en-ciel là. Donc en fait, moi j'ai pris un nuancier avec des petites pastilles rondes de couleurs et je distribue aux enfants certaines pastilles, qui sont les petits morceaux d'arc-en-ciel qui sont tombés du ciel, et je leur demande ensuite d'aller dans la nature pour rechercher exactement la même nuance, la même couleur. Et donc, ça les amène à oser aller partout fouiner, à regarder le dessous des feuilles, le dessous des pétales, etc. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Ça marche? Vous voyez les mains avec les fleurs? Très bien. Voilà. Et là, on a trouvé donc un tas d'objets. Donc, ce qui est très important dans ces animations, c'est que ça permet vraiment d'oser aller dans la nature et de découvrir la diversité des couleurs, et, par exemple, pour cette activité-là. La deuxième approche que j'utilise, donc c'est l'approche contemplative, elle est complètement différente. Là, par exemple, on se pose au pied d'un arbre ou alors on fait une marche tranquille, une marche silencieuse. Il y a peu de consignes, c'est libre. On ouvre tous les sens et on découvre vraiment l'environnement avec ce qui vient à nous. On est dans la réception, on est dans le calme, dans la rêverie. C'est vraiment l'approche de méditation de pleine conscience. Elle est très, très utile et très appréciée et très bien pour tous ces enfants qui sont hyper sensoriels, hyper sensibles, hyper intelligents, hyper curieux, hyper émotifs. Ça leur apporte beaucoup, beaucoup. Ça ouvre à la spiritualité, ça ouvre à l'intuition, au lâcher-prise. J'essaie d'aller vite, on me dit que j'ai plus qu'une minute. Et on est là vraiment, on vibre dans une énergie. Tout à l'heure, on était plus dans une énergie d'extériorisation avec les approches dynamiques. Et là, on est dans une énergie d'intériorisation. On se rencontre avec soi-même. Et on alterne souvent ces temps méditatifs avec des activités créatives qui seront de l'écriture intuitive, du dessin intuitif, de la poésie. On crée des haïkus, etc. Et très rapidement, ils sont développés. Je vais évoquer une troisième approche que j'intègre dans mes balades sensorielles et qui ne me semble pas du tout hors sujet, même si ça s'appelle l'approche extrasensorielle. Donc ça, c'est une approche où les enfants vont spontanément, parce qu'ils sont complètement connectés avec toutes ces perceptions extrasensorielles ou suprasensorielles, avec les intuitions, avec tous les messages, les signes, les esprits de la nature, les élémentaux, toute l'énergie des plantes qu'ils peuvent recevoir. S'ils s'approchent d'un arbre, ils deviennent complètement, ils se fondent avec l'arbre, ils sont vraiment
complètement intégrée à ces approches-là. C'est les approches qu'on appelle un peu chamaniques, c'est celle des druides, des sorciers, des sorcières, enfin tout ce que vous connaissez vous aussi, là, qui est souvent dans la nature. Mais j'en parlerai pas plus, hein. Ce serait un autre sujet intéressant pour un webinaire. Voilà, je vous remercie. Merci Martine, tu nous as bien fait voyager là. Merci, très bien, très bien. Donc Juliette, toi tu es dans les Ardennes et puis eh bien tu as un parcours un peu qui va un peu dans le même sens, hein, puisque animatrice nature, formatrice, tout ça, dans les réseaux aussi, le réseau Graines Champagne-Ardenne, etc. Et puis là, plus récemment, tu fais de l'art-thérapie, donc tu es passé aussi de l'éducatif aux soins, donc c'est aussi un parcours un peu comme celui de Martine. Et donc, tu as aussi ta pratique à toi de cette approche sensorielle, donc si tu veux nous raconter 10 minutes, tu peux, voilà. Oui, bonjour à tous et toutes. Je vous ai préparé un petit abécédaire, hein, pour ce webinaire, pour faire de la rime. Et commençons par la lettre A. Donc oui, moi je suis animatrice nature, c'est mon premier métier que je conserve, que je continue de conserver. Je suis aussi auteur et j'ai pu écrire un livre sur la forêt et un autre sur la montagne, tiens, comme Manon, aux éditions Delachaux et Nestlé, qui était plutôt destiné à des enfants, familles et animateurs, éducateurs. Et puis, je suis art thérapeute depuis quelques temps, art thérapeute psychopraticienne relationnelle. Donc, j'ai une pratique d'accompagnement individuel en cabinet et à l'extérieur, et puis une pratique de groupe aussi. Donc, je peux intervenir en psychiatrie, en addictologie, avec des personnes très, très âgées, atteintes de la maladie d'Alzheimer parfois. Voilà, donc une pratique variée de 0 à 100 ans, on pourrait presque dire. Et puis un A comme Ardennes aussi, puisque c'est le territoire où je vis et c'est le territoire où je me suis installée en tant qu'animatrice nature dans une structure historique, comme le disait Roland tout à l'heure, le centre d'initiation à la nature de Boultaubois, le village de la Hulotte. Voilà, la lettre B maintenant, B comme Bachelard, un philosophe. Tout à l'heure, on nous parlait de Baptiste Morisot, donc un autre philosophe aussi, et j'en parle notamment parce qu'il est originaire de la Champagne. Et ce philosophe nous appelle à la rêverie. On parlait de contemplation, mais nous, il nous appelle à la rêverie, et puis au contact avec les éléments, hein, la terre, l'eau, l'air, le feu. J'aime bien cette idée de rêverie, et il y a une citation que j'ai notée de lui qui est « Quel être cosmique qu'un enfant rêveur ?» Donc, mais que faire concrètement de cette capacité à rêver? Alors peut-être en avez-vous déjà parlé dans d'autres webinaires, mais c'est cette idée de permettre des moments de jeu libre. Je crois que c'est Clotilde qui en parlait tout à l'heure, hein, la notion de jeu libre, ces moments d'ennui, des plages où a priori il n'y a pas de consigne, on est simplement là pour faire, et c'est là souvent que on va se mettre au contact de la nature, des éléments. Donc rêver avec son corps, avec ses canaux de sensorialité. C'est là qu'on va se mettre à jeter des cailloux dans l'eau, à escalader des buttes, à casser des bouts de bois. On va s'intéresser aussi à l'infiniment petit, on va s'intéresser à l'infiniment gluant. Et là, je pense à mes pratiques d'animation nature avec les enfants de maternelle où on passe des heures et des heures à toucher les limaces qui sont toutes gluantes, hein, et même voilà, cet amour du gluant, voilà. Justement, le E comme enfance, et y compris ma propre enfance. Tout à l'heure, Martine disait, l'approche sensorielle, ça ne s'apprend pas. Parfois, ça ne s'apprend pas, mais ça se perd, et donc peut-être que ça doit s'entretenir aussi. Et très souvent, dans mes pratiques de thérapeute, d'animatrice, de formatrice, j'essaie de ne pas oublier l'enfant que j'étais. À cette occasion, je parle d'un texte que j'ai pu écrire avec Dominique Cotreau, qui s'intéresse à l'éco-formation et à l'autobiographie environnementale. Donc, j'ai été amenée à me dire, mais comment je me suis construite grâce à la nature et à l'environnement? Et bien voilà, c'est moi aussi en allant, même si j'étais parisienne et que j'habitais dans une cité HLM, comment je suis beaucoup sortie jouer dehors. Et voilà, comment j'ai arraché ma culotte en passant sous le grillage du parc, comment j'ai goûté de l'herbe avec mon ami Pierre, enfin, toutes ces choses-là d'enfant, avec ce jeu libre, puisque j'étais dehors, qu'on me laissait aller jouer dehors. N'oublions pas ça, et je ne l'oublie pas quand je travaille aussi, et c'est aussi ça qui peut servir à inventer, créer des situations d'animation et des expériences à faire vivre.
Martine parlait de contemplation. J'aime bien aussi cette idée de transformation, alors que Clotilde a évoqué aussi forcément quand on fait du travail comme les paysans, quand on travaille la terre, forcément ça évoque la transformation. Mais quand je sens, je peux aussi manipuler, je peux aussi transformer la matière. Et donc dans une sortie nature, sans forcément que ce soit quelque chose de très organisé, mais c'est pas oublier de penser de: «Tiens, on est sur la terre, il y a un ruisseau, il y a une flaque, il y a de l'argile qui est là, on en prend, on va façonner des choses». C'était pas forcément prévu, mais voilà, on arrive là et ce chemin aujourd'hui, il est boueux, et ben, on va en faire quelque chose. Il y a une jolie feuille au milieu de la mare, et bien tiens, on va chercher un bâton autour, donc transformer ce bâton, en une canne à pêche, quelque chose pour attraper. C'est l'hiver, ramasser la croûte de glace, en faire des petits morceaux, voir comme c'est froid. Ces choses qui sont ludiques et qu'on fait assez naturellement quand on est enfant. J'ai tendance à dire parfois en tant que thérapeute, quand je suis avec des enfants, que c'est pas vraiment moi qui mène la séance de thérapie, mais très souvent, ce sont les enfants qui mènent la séance de thérapie. Et je me dis qu'en tant qu'animatrice nature, c'est aussi très, très souvent ce qui s'est passé. C'était les enfants qui menaient, et donc c'est les suivre aussi, et puis valoriser l'existant et l'entretenir, le conforter. Hem, j'ai envie aussi de terminer peut-être cet abécédaire par le S, hein, le S comme sentir, forcément, approche sensorielle. Alors peut-être en évoquant un autre philosophe qui est moins connu que Bachelard, qui s'appelle Henri Maldinet. Et Henri Maldinet, il dit: «Penser, c'est tout d'abord expérimenter un temps propre qui laisse des sensations, qui laisse être des sensations, des sentiments, des impressions. Mais penser, c'est pas d'emblée manipuler des signes, encore moins des idées». Quand je suis avec des enfants, je vais parler d'une approche naturaliste. Par exemple, on part en forêt sur la piste des animaux, on observe des traces d'animaux. Je sens ce qu'évoquait Manon tout à l'heure, l'idée du mental. Une capacité malheureusement que les enfants ont très rapidement de mentaliser beaucoup et d'imaginer que parce qu'on est sur un temps un peu d'apprentissage, eh bien, il faut faire fonctionner la pensée et pas le reste. Et très souvent, je sais pas, on s'arrête devant une souille de sanglier, un frottis de chevreuil, et puis immédiatement, en fait, ils ont envie de donner la bonne réponse, c'est-à-dire: «C'est un chevreuil, c'est un sanglier». Moi, souvent, je les arrête, et on va passer par quelque chose qui, avant de comprendre, on va sentir. Le philosophe Maldinet que je vous évoque là, il parle du sentir, puis du percevoir, puis du comprendre. Avant de comprendre, sentir. Donc on est là dans la nature, autour de notre trace, notre indice de présence d'animal, et d'abord on va tenter de, si on peut le toucher, on va toucher, si on peut sentir, on va observer, décrire, regarder, et petit à petit, voilà, par cette approche sensorielle qui est peut-être assez proche aussi heu, des pisteurs, des gens qui ont encore besoin d'aller dans la nature pour se nourrir, qui sont peut-être des chasseurs avec un tir à l'arc et qui suivent les traces d'animaux pour aller chercher leur pitance. Et ben, s'imaginer ce qu'il a pu se passer là, quand est-ce que l'animal a été là, et puis petit à petit, voilà, on va pouvoir mettre un nom sur l'animal qui était là, mais c'est revenir à ça. Donc c'est pas proprement un jeu sensoriel, mais c'est une approche sensorielle dans d'autres approches qui sont des approches naturalistes. Hem, ce que dit aussi ce philosophe Maldinet, c'est que beh, sentir, ça provoque l'étonnement, hein, et pour moi, l'étonnement, c'est le signe d'un élan de vie. Heu, tout à l'heure, en introduction, Roland disait, voilà, qu'au début, et c'est aussi un peu mon parcours, c'est-à-dire, hein, quand j'ai commencé l'animation nature, Heu, j'étais beaucoup sur transmettre des connaissances sur la nature, parfois même, amener à protéger la nature, enfin avoir des j'étais pas prosélyte, voilà, mais souvent être sur ces choses-là, et puis petit à petit, avançant, je me suis dit que ma place d'animatrice nature, elle était plutôt d'amener à ce que les personnes évoluent au contact de la nature, et voilà, de moins en moins à tenter de leur apprendre des choses, mais peut-être si, leur apprendre à se connaître au contact de la nature. Roland disait: «Maintenant, on est peut-être plutôt dans des pratiques d'être présent à la nature», et moi, rejoignant le mouvement de l'écoformation, je me dis aussi que la nature, c'est heu, un espace pour se construire, hein. Tout à l'heure, Manon parlait aussi de matière, de matériaux, un espace pour se construire au contact des éléments, et peut-être même, j'ai envie de dire que, parmi nous, les intervenants, parmi les personnes qui sont présentes, on est des animateurs, des enseignants, des éducateurs, des paysans, des parents. C'est aussi de savoir s'effacer en tant qu'adulte,
pour laisser la place à l'enfant dans sa propre évolution et parce qu'il a cette capacité encore à, c'est la place du jeu libre, hein, mais il a cette capacité à de lui-même être dans une approche sensorielle. Et puis plutôt favoriser, faciliter, permettre de leur toujours en étant présent et puis avec notre regard, parce que c'est quand même pas des chevreuils qui savent marcher en un rien de temps. Il faut une longue vie éducative quand même pour que nos enfants deviennent autonomes, mais en étant présents autour, en étant bienveillants, en permettant, facilitant, d'avoir cette présence aussi pour que, au contact de l'environnement, ils puissent se construire tout en ses façons. Voilà ce que j'avais envie d'apporter. Merci beaucoup, Juliette. Merci. Voilà, on voit, Charlène nous fera après les questions un petit point. Charlène Froment, donc, qui est une des fondatrices de l'école créative à Molaire, là, dans les Baronnies. Elle nous fera un petit point. Coucou Charlène, elle nous fera un petit point parce qu'elle est là comme grand témoin. Et donc, on lui a demandé d'écouter et puis d'essayer de ressortir les pépites hein, qui sont là sous nos yeux. Et on sent par moments comment ça converge entre les 4 panélistes, là, comment des choses se disent d'une façon différente à chaque fois, mais toujours un peu sur les points les plus importants de ce qu'on fait. Mais en attendant, on va donner la parole à Laure, puisque Laure avait pour tâche, là, ce matin, de relever vos questions. Donc, Laure, si tu peux te mettre bien au milieu de ton écran, parce que sinon, on n'entend pas très bien quand c'est de biais. Donc, Laure va nous dire les questions qui reviennent le plus, en fait. Et puis, après, les panélistes, vous pourrez apporter vos réponses à ça. Voilà, Laure. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, sur la question de la sensorialité, là, ce matin, il y a des personnes qui auraient besoin d'un peu repréciser qu'est-ce que c'est la sensorialité, qu'est-ce que c'est la proprioception, qu'est-ce que c'est un 6e sens aussi. Ces questions pour un peu replacer pour des personnes qui découvrent un peu tout ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole tout de suite? Martine, tu dis quoi là? Tu mets ton micro avant de parler, s'il te plaît. Là, on n'a pas ton micro. Voilà, c'est bon. Donc, les 5 sens, la sensorialité, donc c'est la perception de l'environnement par les 5 sens, hein, les yeux, le nez, les oreilles, le goût, le toucher. Ce qu'on appelle la proprioception, c'est plus par le corps, en fait. On peut aussi parler du sens kinesthésique, de la relation du corps dans l'espace, de cette sensation-là, et tout le corps reçoit. Il n'y a pas que le sens du toucher. Et ce qu'on appelle le 6e sens, c'est l'intuition. C'est ce que j'appelais l'extrasensoriel à la fin. C'est les sensations qu'on a en dehors de tous ces sens. C'est un peu compliqué d'expliquer. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce 6e sens intuitif qui est un peu hors espace-temps, mais ce sera vraiment un autre webinaire. J'ai vu qu'il y a des messages là, sur l'intuition et cette importance dans la nature de l'intuition. Maintenant, tu peux compléter un peu, peut-être? Oui, alors moi, effectivement, sur la question de l'intuition, ça serait effectivement un autre webinaire. Je suis d'accord avec Martine, il y a tellement de choses à dire là-dessus et il y a beaucoup de… Ouais, on aurait besoin d'un énorme temps pour ça. Pour la proprioception, moi, j'aime bien l'expliquer juste avec une petite proposition, si vous êtes d'accord, mais je ne suis pas sûre on va tous y arriver. L'essentiel, c'est juste sur 2 secondes d'essayer de fermer les yeux et en fermant les yeux, juste de venir toucher votre nez avec votre doigt, avec votre index. Super. J'ai l'impression que tout le monde y arrive, en tout cas pour les personnes que je vois là. Vous venez de faire une expérience proprioceptive. Et en fait, effectivement, on a vraiment besoin de stimuler la proprioception. Ces moments de stimulation proprioceptive vont nous faire l'effet d'un doux massage, par exemple, d'un massage de bien-être. Ils vont travailler l'équilibre, ils vont travailler la sensation aussi d'être en phase avec son corps, de pouvoir se mouvoir dans l'espace en toute confiance. Ok, merci beaucoup. Donc, Laure, si tu veux nous donner une autre question. Oui, alors, comment amener l'approche sensorielle dans sa classe avec les contraintes qui sont propres à l'éducation nationale? Si quelqu'un pouvait répondre.
Alors là, ben oui, bon, je me rends compte que dans le panel, on n'a pas d'enseignante, sauf Clotilde peut-être du coup, parce que pas d'enseignante du public, je voulais dire, mais Clotilde, peut-être tu peux nous aider à répondre à cette question-là en mettant ton micro, s'il te plaît. Oui, par exemple, je sais pas, des choses toutes bêtes. J'ai demandé aux enfants pendant les vacances, comme devoir de vacances, ils devaient ramasser des belles feuilles d'automne. Et puis ils sont tous revenus avec des belles feuilles d'automne. Et en ce moment, je fais classe dans une salle des fêtes parce qu'on n'a plus de place à l'école des Boutons d'Or. Et cette salle des fêtes, elle est complètement entièrement vitrée, plein est. Donc on est au soleil levant tous les matins. Dans la montagne, et on a fait des immenses mandalas avec nos feuilles d'arbres de toutes les couleurs qu'ils avaient ramenées de chez eux, et ben voilà, je trouve qu'on est dans du sensoriel déjà là, quoi. Et ensuite ils jouent dans le jardin, et quand on peut aller un petit peu, on peut sortir un peu de son école. Alors si on est au milieu d'une ville en ce moment avec les contraintes sanitaires, je sais pas trop, mais les enfants par contre ils peuvent ramener des choses. Ouais. Oui, et après on fait de la peinture, on fait des bricolages, on fait... Voilà. Peut-être qu'Hélène Pagnin, tu as un mot à dire là-dessus, je ne sais pas, sur la classe et l'approche sensorielle dans une classe. Comme tu es enseignante dans le public, et comme tu es là, je me dis, peut-être un mot là-dessus, Hélène. Oui, alors déjà si on n'a pas la possibilité de sortir, je pense qu'on peut aussi faire des jeux sensoriels dans la classe, bander les yeux, faire des exercices avec les yeux bandés, toucher. Il y a notamment dans la pédagogie Montessori des ateliers où les enfants cherchent des objets, ils doivent appareiller des objets similaires dans 2 sachets. Donc là, il y a l'approche sensorielle par le toucher. Bien sûr que si on écoute de la musique, voilà, déjà dans la classe, on peut faire des choses. Ensuite, très simplement, en sortant dans la cour, voilà, fermer les yeux, écouter notre environnement. Effectivement, ramener des choses de la nature. Enfin, je pense que dans une cour d'école, c'est rare d'avoir aucun objet de la nature. Il y a quand même des feuilles, il y a quand même, on peut toucher la terre. Enfin, voilà, il y a des choses très simples où on peut faire ressentir aux enfants ce qui les entoure. Et puis après, la sensation du corps, hein, tout simplement, les faire bouger, les mettre en mouvement. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire très simplement. En plus, on peut tout à fait retrouver facilement les références dans les programmes, si ça nous rassure. Et en fait, il suffit juste d'imaginer qu'est-ce qu'on a envie de faire sentir aux enfants, et puis de se lancer, voilà, d'aller avec eux dehors. Charlène, un mot là-dessus, parce que Charlène est aussi enseignante, elle a un groupe classe tous les jours. Charlène, avec ton micro, merci. Oui, bonjour. Hélène me faisait penser à ça, justement, effectivement, dans la pédagogie Montessori, on part du concret, des sens. Donc, il y a beaucoup de matériel sensoriel. Et après, tout ce que vous dites là aussi, ça me fait penser aux intelligences multiples. C'est-à-dire d'aborder les apprentissages à travers voilà, le corps, la vue, l'ouïe, etc. Et je sais que quand j'étais en maternelle, par exemple, pour travailler les sons et notamment les syllabes, puisque c'est au programme de maternelle, je faisais sauter les enfants dans des cerceaux ou alors taper dans les mains, ou alors on pouvait les dessiner, c'est-à-dire de prendre la même compétence et de la travailler sur différents sens en fait. Et du coup, là, ça permet aux enfants en fait d'arriver à capter le sens qui leur parle le plus et d'entrer dans l'apprentissage plus facilement. Parce qu'il y en avait qui étaient vraiment visuels, d'autres physiques, qui avaient besoin justement de bouger pour sentir les choses. Et ça, c'est un petit peu important, et ça me fait penser aux intelligences multiples, puisqu'il y a ces différents sens justement dans les intelligences multiples. Voilà. Okay. Merci. Laure? Oui, alors il y a une question aussi. Y a-t-il des retours sur l'intégration des élèves au collège après les années école alternative? Des retours d'intégration, des questions par rapport à ça? Ah oui, c'est une question qu'on entend souvent, ça. C'est souvent une question qu'on entend vraiment très souvent sur les écoles associatives où les enfants sont pas exactement dans le même contexte que dans l'école publique classique, on va dire, parce qu'il y a des enseignants du public qui pratiquent vraiment de façon très similaire à une école associative. Mais et ça crée une inquiétude, ça, en fait, la capacité que va avoir un enfant de passer de son école associative au collège public, quoi. Clotilde, si tu as des éléments, en mettant ton micro, Clotilde, merci. Oui, j'ai des éléments. Les Boutons d'Or, l'année dernière, il y a un enfant qui est sorti des Boutons d'Or qui est au collège à Bagnères de Bigorre, et ça se passe très très bien. Donc voilà. Et ensuite, avant d'être au Bouton d'Or, j'ai un peu tourné dans d'autres écoles Waldorf, d'autres écoles Steiner en France et à l'étranger, en Allemagne.
Et il n'y a aucun problème, en fait, quand les élèves ils arrivent dans le public. En général, ils ont un moment d'adaptation, parce que ce n'est pas les mêmes façons de travailler, ce n'est pas les mêmes rapports aux adultes, ce n'est pas les mêmes organisations de classe, c'est pas... Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont différentes, donc ils ont un moment qui peut durer 1 mois, 2 mois, un trimestre d'adaptation. C'est pas la même façon de poser les exercices, de demander du travail, d'être noté, etc. Donc oui, ils ont un temps d'adaptation, mais après, ça se passe très bien. Moi, j'ai 2 grands-enfants qui ont fini leur scolarité au lycée dans le public et qui ont fait la joie de leur professeur par toutes les questions qu'ils pouvaient poser, l'intérêt qu'ils pouvaient avoir en classe pour ce qu'on leur apprenait. Qui vient de ce que dans une école alternative, comme le disait Roland, et ainsi que dans beaucoup de classes du public, heureusement, il y a une envie de donner du sens aux apprentissages et de motiver les enfants, etc. Et pas tellement d'avoir juste la carotte de l'examen à la fin. Et du coup, ça crée une envie d'apprendre. Voilà. Il n'y a pas de souci en rentrant dans le public derrière. Mais je crois que la question, elle était aussi pas tant sur les écoles alternatives que sur une approche sensorielle et est-ce qu'on s'en sort après. Et oui, en fait, parce que les enfants, enfin, j'avais vu ça dans les questions, machin. Les enfants, ils s'éveillent à tellement de choses en allant dehors, en allant dans la nature, en allant dans la forêt, en chantant tous les jours, en faisant du mouvement. Moi, je les fais beaucoup travailler en mouvement tous les matins, mouvement chacun, de coordination et puis mouvement d'ensemble dans la salle, etc., de trouver sa place parmi le groupe et de savoir se déplacer harmonieusement par rapport aux autres dans une espèce de grande chorégraphie dans la classe. En fait, ces choses-là, ça leur apporte tellement de choses qu'après, ils sont plus autonomes et plus... Enfin, ils n'ont pas de soucis pour les apprentissages derrière. Enfin, ça leur crée pas un retard, en tout cas. C'est pas qu'ils vont pas avoir de soucis. Bien sûr, on a des enfants qui ont des soucis. Mais ça les aide. Ça ne peut pas faire autre chose que de les aider pour la suite. Ok, Laure? Je peux rajouter quelque chose, Roland? Oui, Hélène, bien sûr, vas-y. Parce qu'il me semble que c'est une inquiétude par rapport au passage au collège, mais ça peut être aussi une inquiétude des enseignants qui pratiquent des pédagogies différentes dans leur classe et qui se demandent, mais si je le fais dans ma classe cette année et que l'année prochaine, il n'a plus accès à cette pédagogie, est-ce que c'est bon pour lui? Et du coup, ça peut être un frein. Et en fait, moi, ce que je pense, et je repense à ce que disait tout à l'heure, c'était Martine, je crois, qui disait que le corps mémorise et du coup réutilise ce qu'il a mémorisé pour vivre les choses ensuite. Donc, je pense que tout ce qu'on peut leur apporter de bon, c'est que du bon et ça les nourrit. Et tout ce avec quoi ils sont nourris, ben ça va forcément les aider dans la suite. Et moi, je pense que c'est des enfants qui sont structurés et qui vont avoir vécu des choses qui vont les aider à s'adapter effectivement. Et puis, même si la pédagogie ne continue pas de cette façon-là, ben, tout ce qu'ils ont tous les cadeaux qu'ils ont reçus en vivant tout ça, ça reste avec eux et ils vivent avec ça et ça peut que les aider, selon moi. Ok, merci Hélène. Laure, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il reste un petit peu de temps, une question à laquelle Hélène vient de répondre un peu, mais que je trouve assez... voilà. Mais la sensorialité, ça sert à quoi? Bon, alors, vous réfléchissez les panélistes, une seconde. La sensorialité, ça sert à quoi? Ça sert, par exemple, Juliette, tu nous dis quelques mots? Ouais, moi j'ai envie de dire ça sert à être déjà. Ouais, à être, à exister. Tout à l'heure, quand on parlait de proprioception, il y a aussi quelque chose d'assez important. Dans la proprioception, il y a cette idée de verticalité. Récemment, je lisais un texte de Cyrulnik sur la naissance du sens, justement, et il évoque qu'en fait, physiologiquement, si on regarde un être humain, il n'est quand même pas vraiment fait pour marcher debout. Il aurait plutôt tendance à devoir marcher à 4 pattes. Et c'est énorme de devoir gagner la verticalité, l'équilibre et marcher sur 2 pattes. Ça provoque, selon lui aussi, tout un tas de problèmes de dos, enfin, de problèmes physiques, physiologiques. Sauf que, alors il avait vu l'expérience avec une enfant qui a été, voilà, qui a eu des soucis dans sa vie, qui a été vraiment élevée dans de très mauvaises conditions et qui n'a pas développé la capacité à se mettre debout, en fait. Et la capacité à se mettre debout, alors quelqu'un parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui, désolé, de la capacité, c'est peut-être Manon justement, à être en lien
hein. Donc, ma première réponse, la sensorialité, ça sert à être debout, ça sert à être en lien. Boris Cyrulnik évoquait que ce qui finalement a fait en sorte que cet enfant puisse regagner en verticalité et être debout comme les autres, c'est le lien avec d'autres et le lien avec des personnes bienveillantes qui l'ont éduqué, alors que dans des défauts d'éducation, elle ne se levait pas. Donc, je pense que la sensorialité et la nature est là pour ça. C'est pour ça que je parlais de construction de soi tout à l'heure. La nature qui nous aide à nous construire, c'est qu'elle nous permet d'être, d'exister, d'être avec les autres et puis d'être des hommes et des femmes debout. Ah, merci. Quelqu'un d'autre souhaitait intervenir sur ce point? Martine. Oui, attends, je remets mon son, voilà. Oui, Bon. j'ai envie de dire aussi que la sensorialité, ça permet un peu d'avoir conscience de la réalité. C'est ce mot-là, quelquefois on se dit, c'est quoi la conscience? La conscience d'être, et c'est grâce à nos sens qu'on a peut-être cette illusion de la réalité, puisqu'elle est propre à chacun. Ça me paraît important aussi d'ajouter ça. D'accord, merci. C'est vrai que cette question d'essence, elle nous rend vivants, hein. On sent la vie, hein. On se sent différent quand on laisse libre cours à nos sens, qu'on est surtout en pleine nature et on se sent vraiment vivant, quoi. Et la respiration, elle arrive parce que on devient plus corps, quoi, peut-être, hein. On quitte un peu le mental. Peut-être, est-ce qu'on refait un lien avec un passé plus animal? Je ne sais pas. Mais je sens vraiment cette histoire. C'est pour ça que j'ai adoré ce titre de Morisot, La manière d'être vivant, parce que c'est le sujet, quoi, hein. C'est l'enjeu de la vie aujourd'hui, parce que quand même la vie est quand même menacée, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. C'est la 6e extinction des espèces en ce moment. Et ben voilà, être vivant davantage, par l'essence, c'est peut-être par là que ça commence, d'être vivant davantage, quoi. Ouais. Laure? Oui, une question voilà, suivante. Peut-il y avoir une overdose de nature pour des enfants qui vivent déjà dans la nature? Ah, alors ça, Manon? Pour des enfants qui vivent déjà dans la nature, c'était ça C'est la question, oui. Moi, je vais juste parler de mon parcours personnel. J'ai grandi dans la nature, j'ai vécu dans la nature et non, j'ai jamais ressenti l'overdose de nature. Par contre, auprès d'enfants que j'ai accompagnés qui vivaient plutôt en milieu urbain, j'ai constaté qu'il était bon parfois de savoir espacer les expériences de nature parce que pour des enfants qui sont très réceptifs, parfois hypersensibles, peu importe voilà, les cascades hyper émotifs, parfois, oui, il y a beaucoup, beaucoup de stimuli sensoriels dans la nature et ça peut être envahissant. Sur certains enfants qui vivraient en ville ou qui seraient éloignés de la nature, dans ce cas-là, effectivement, parfois, il peut y avoir overdose de nature, mais il faut juste savoir l'accompagner, en fait. Mais l'inverse, à ma connaissance, je ne sais pas. D'autres points de vue ou tout le monde est plutôt OK pour ça? Enfin, moi, ça me semble vraiment aussi, avec une grande expérience aussi de fréquenter la nature, jamais j'en ai eu trop, quoi. Ça, c'est. Et il y a tellement de satisfaction à être dans la nature, il y a tellement de surprises extraordinaires, il y a tellement de moments forts et riches que, voilà, on peut pas se. Juliette. Oui, moi, j'avais juste envie d'apporter un petit témoignage en disant, non, pas spécialement d'overdose, mais ce que j'ai pu voir dans le parcours d'enfants qui deviennent adolescents, des enfants, je pense à des enfants de certains de mes collègues animateurs nature, un moment entre guillemets d'overdose, mais qui est assez courant dans l'éducation des enfants quand ils deviennent adolescents ou jeunes adultes, à vouloir se construire en opposition à et à dire papa, maman, vous nous broutez avec la nature. Et à un moment où voilà, il peut y avoir des choses complètement à l'opposé, mais en même temps, ces enfants que j'ai vus qui sont maintenant des adultes parents, je les vois revenir à la nature, donc tout ce qui a été construit dans l'enfance est là, quoi. Et il y a un moment, quand les adultes et les futurs parents ou les futurs éducateurs qui ont été formés au contact de la nature, eh ben, ça revient et c'est là. C'est à ça que je pensais avec cette idée d'overdose. Merci. Laure? Une dernière question qui apparaît là. Dans les balades dans la nature avec les enfants, les parents sont-ils invités à participer aussi? Alors, est-ce qu'il y a des propositions pour à la fois pour les familles? Du coup, Manon, tu pratiques ça, toi?
Oui, moi, c'est tout à fait ce que je mets en place aussi et surtout parce que je me suis rendu compte que accompagner les enfants, ça ne suffisait pas. Et l'idée, quand je m'attarde beaucoup aux bienfaits du contact avec la nature, et c'est vrai que ces bienfaits-là, ils n'opèrent que si l'expérience de nature est renouvelée. Donc, bien sûr, si l'enfant n'est pas derrière accompagné par son parent dans la nature, et bien ces bienfaits-là, toutes ces ressources que l'enfant aura trouvées dans la nature pour se détendre, pour s'amuser, pour se reposer, pour se ressourcer, eh bien, si on ne lui donne plus accès, il ne pourra plus les ressolliciter. Donc pour moi, il y a vraiment aussi l'idée d'accompagner le parent pour que lui-même soit capable d'accompagner son enfant dehors. Donc c'est aussi pour ça que je suis vraiment... j'ai vraiment envie de donner le maximum d'outils aux parents et qu'ils soient participants dans les balades pour assister, être témoins de tout ce qu'on peut faire avec des enfants dans la nature. Ça me donne envie de poser la question sur le temps. Est-ce que vous voyez une différence dans les enfants qui pratiquent pour la première fois une approche sensorielle et puis d'autres enfants qui l'ont pratiqué déjà plusieurs fois comment joue le temps dans cette pratique de l'approche sensorielle? Est-ce que les enfants sont différents quand ils ont vécu des situations d'approche sensorielle et qu'après, il y a du temps qui s'est déroulé? Est-ce que vous voyez des transformations, des changements? Est-ce que vous voyez un lien entre cette pratique et comment cette pratique, elle joue dans le temps et comment le sujet, la personne, en fait, elle se transforme par rapport à cette expérience-là? Manon? Moi, tout de suite, je pense au fait qu'effectivement, un enfant qui fait l'expérience sensorielle de la nature le plus régulièrement possible, et bien justement, il va être capable d'être plus attentif à ce qui se passe. Donc, c'est vraiment la question de l'attention. Martine parlait de la méditation de pleine conscience et je pense que c'est vraiment ce que nous permet aussi la méditation. Alors pour moi, pratiquer la méditation de pleine conscience, ça peut être s'asseoir au bord d'une rivière et regarder l'eau qui coule pendant 10 minutes. Eh bien, l'enfant qui va être habitué à faire ces expériences-là va être, je pense, beaucoup plus attentif au monde, en fait, attentif à lui-même, attentif au monde et attentif aux autres. Et c'est peut-être voilà, le rapport au temps pour moi ce jour est là, entre un enfant qui a accès plus facilement à la nature et un autre. Ok, merci. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ouais. Oui, Hélène? Moi, ce que bien au milieu, s'il te plaît. Pardon. Ce que je ressens avec mes élèves, c'est qu'en fait, le fait de leur faire vivre des expériences sensorielles et en gros, dès qu'ils sont dehors, pour moi, ils vivent des expériences sensorielles de fait, c'est que je ressens vraiment à très court terme les effets d'avoir envie de prendre soin de ce qui les entoure, en fait. Donc, plus ils vont être en contact avec l'extérieur, avec les arbres, avec les insectes, je sens vraiment cette évolution de... Voilà, maintenant, quand ils trouvent un insecte, ils vont en prendre soin. Déjà, ça a enlevé de la peur de certains insectes et ils vont être capables de le prendre dans leurs mains délicatement, d'aller le remettre dehors et d'avoir plus d'empathie avec leur environnement, en fait. Le fait de vivre les expériences sensorielles avec leur environnement, ça crée de l'empathie et ça leur donne vraiment, ça développe cette envie de prendre soin, vraiment. Ok, merci. Et on n'a pas parlé de formation du tout. Peut-être ça manquerait si on n'évoquait pas cette question de la formation, comment faciliter les choses pour quelqu'un qui voudrait tenter l'expérience voilà, de l'approche sensorielle. Est-ce que vous avez des idées de formation, des idées de qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour aller dans ces pratiques-là quand on ne connaît pas tellement? Ou lecture, ou c'est quoi les moyens pour mettre un pied dedans je pense. Oui. Je peux juste parler de mes formations. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que du coup, je propose vraiment sur 3 jours des moments des initiations en fait, à l'approche sensorielle, mais vraiment comme outil de mieux-être, mais qui peuvent tout à fait convenir à des personnes qui souhaitent l'inclure dans une démarche d'éducation.
Et l'idée, enfin, on en reparlera, mais ça a été vraiment transversal dans tout ce webinaire, l'idée de faire l'expérience au-delà des lectures qui peuvent être très nourrissantes, dont voilà, Juliette, Roland, il y a beaucoup de noms de philosophes qui ont été cités pendant ce webinaire, mais moi je pense que vraiment rien ne vaut l'expérience aussi, c'est-à-dire faire l'expérience en groupe de comment transmettre cette approche sensorielle de la nature. Ouais, moi je pense à des bons moments vécus en stage, hein, on fait des choses vraiment très simples. Peut-être que des mots comme le concert, la palette du peintre, le cocktail d'odeur, peut-être ça vous dit des choses. Il y a un petit bouquin qu'on a vécu ça, c'est tellement ça. C'est pour ça ce titre, hein, c'était le titre du webinaire ce matin, que c'était facile à mettre en œuvre. Et puis c'est vrai qu'il y a résultats sans garantie. Vous n'avez pas réagi par rapport à ce titre, mais moi c'est l'expérience que j'en ai, quoi. C'est que c'est vraiment facile à mettre en œuvre, quoi. Dire, bon, on est plus ou moins droit les premières fois, évidemment, comme tout ce qu'on fait, mais très vite, eh bien, la magie opère et ça se passe très très bien. Et donc c'est pour ça que c'est quand même facile à mettre en œuvre. Il y a un petit livre de Joseph Cornell qui s'appelle Vivre la nature avec les enfants. Je ne sais pas s'il est encore. Ben, merci Martine, super. Quelle équipe. Donc Vivre la nature avec les enfants, oui, c'est au souffle d'or, je crois. Qui vraiment qui donne plein de pistes, quoi. Bon, ça vaut jamais l'expérience de le vivre en groupe avec quelqu'un qui en a une grande expérience, mais ça peut quand même vraiment aider, quoi. On peut vraiment y aller. Autre mot, peut-être Martine ou Juliette sur la formation, puisque vous diriez là-dessus, ou Charlène. Je prends la parole. Ben oui, que ce soit Juliette, que ce soit maintenant, que ce soit moi, ben, on organise des formations sur ce programme-là, hein. Maintenant dans le sud, moi dans le nord, Juliette à l'est. Je pense qu'il faut nous trouver, regarder sur nos sites internet, hein. Moi c'est Symboliance, Juliette elle a son site aussi, puis voilà, après vous nous contactez, vous voyez, mais je pense que c'est important effectivement la transmission avec quelqu'un qui vous donne un peu quand même des méthodes, qui vous explique comment faire, comment se positionner avec les enfants. Il y a des fils conducteurs. Moi j'ai rencontré Van Matre, puisqu'on était une branche française là, dans les années 80 de l'éducation à la terre. Et il a vraiment insisté sur ça, de ne pas faire que des jeux isolés, mais de bien garder une logique, un fil conducteur, de mener les enfants dans une aventure. Il y a un moment où on entre dans la balade par un rituel, on en ressort par un autre rituel. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qui sont importantes. Et après, oui, toutes les démarches finissent par attraper toute la France. Tout le monde connaît, que ce soit ma palette, l'arc-en-ciel, que ce soit les cocktails d'odeur, les sacs à toucher, les boîtes, tous les jeux, des petites fiches des marches de la terre et des marches dans la neige, les captodeurs, enfin, tout ça. Ok, merci. Donc, juste un tout petit point peut-être encore sur la place de cette approche sensorielle. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, sur la place que prend cette approche sensorielle aujourd'hui dans l'éducation à l'environnement d'une façon globale. On voit que les textes, par exemple, de l'éducation nationale, à chaque fois qu'il est question de développement durable ou d'approche ou d'environnement, c'est tout de suite le mot scientifique qui est là, hein. Pratiquement tous les textes font référence aux sciences, pratiquement tous. C'est comme s'il y avait je ne sais pas, une obligation de passer par les sciences. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que la part de l'approche sensorielle, cette idée d'aller vers une présence, elle serait… Oui, Charlène qui change de rôle, mais c'est pas grave, ça. Oui. Non, mais parce que moi, ça me fait tout simplement penser, nous, à l'école créative, on a été inspectés, mais en fait, ce sont des choses qui ne sont pas évaluables. C'est-à-dire que, comme l'a dit Manon, comme tous les intervenantes l'ont dit, c'est des choses qui sont du vécu, c'est des choses qui sont ancrées en nous. On ne peut pas évaluer ce qu'un enfant a ressenti quand il a mis les bottes, quand il avait les bottes pleines d'eau. On ne peut pas ressentir ce qu'un enfant a… Enfin, on peut pas l'évaluer. Et ça, en fait, ça pose problème de l'éducation nationale, puisque les connaissances, on peut les évaluer en posant des questions, on peut évaluer un savoir-faire en montant un nichoir, par exemple, ça, c'est possible. Mais tout ce qui est du vécu, de l'approche sensorielle, de ce qui est à l'intérieur, ça ne peut pas être évalué. Donc, c'est pour ça que ça pose quoi? Ça pose de problèmes. Or, dans la pédagogie Steiner, justement, et Montessori, c'est la base, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va nous permettre ensuite de devenir l'adulte que l'on sera plus tard, de bien ancrer les choses. Si on n'est pas ancré, si on n'a pas les pieds ancrés, le reste ne suivra pas, on aura la tête pleine, mais on flottera en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important.
D'où la grosse difficulté dans l'éducation nationale à mettre ça en place parce que ce qu'on nous demande juste d'évaluer des choses qui sont évaluables. Et ça, pour moi, ce n'est pas évaluable. Ce serait évaluable plus tard, quand ces enfants deviendront parents, quand ces enfants choisiront leur métier dans leur vie, en fait. Ok. Donc, voilà. Enfin, merci. c'est vraiment flagrant pour moi. C'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup, qu'on n'a peut-être pas dit encore, mais c'est que ces approches sensorielles, elles nourrissent vraiment la personne et que c'est vraiment la base de beaucoup de créativité. C'est Edgar Morin qui disait on ne crée pas à partir de, on crée à partir de l'existant. Donc créer cet existant, quand on pratique l'approche sensorielle, eh bien, on est quand même dans une espèce de récolte de sensations, d'émotions, et que ça, toutes ces sensations, ces émotions, eh bien, elles pourront se traduire en créativité si on lâche la personne, hein, et ça se fait très naturellement. Donc, super, très bien pour toutes ces questions. Maintenant, je voudrais vous inciter, si vous voulez bien, parce qu'on en fera d'autres, des webinaires, on ne sait pas quand, ni comment, ni rien, mais bon, on en fera d'autres, hein, parce que là, la demande est forte, et puis on a vraiment envie de faire vivre ça, ce mouvement-là qui veut emmener les enfants dehors pendant les temps scolaires. Et donc, est-ce que vous auriez des sujets, là on a un peu plus d'une centaine de participants, est-ce que les participants, vous pensez à des sujets voilà, qui vous feraient plaisir, qu'est-ce que vous avez envie qu'on aborde comme sujet dans un prochain webinaire, qu'est-ce qui pourrait être pour vous des questions qui vous aideraient dans vos pratiques, c'est quoi qui vous interroge aujourd'hui sur ces questions d'aller dehors avec des enfants dans le temps scolaire. Voilà. Ensuite, donc maintenant, on va demander à Charlène de nous faire son retour en 2-3 minutes, Charlène. Donc, sur ce que tu as trouvé comme pépite dans nos discussions. Alors oui, donc je n'ai pas fait la pépite, mais j'ai plutôt fait un petit peu tout ce qui est ressorti et qui pour moi est la synthèse, entre guillemets. Donc déjà, de la définition, ouais, c'est de la sensorialité des 5 sens, c'est être en relation, en lien avec les autres et le monde. Mais comme nous l'a dit Martine, le sensoriel, c'est la base et ça ne s'apprend pas. On l'a déjà quand on est bébé. Donc, et cet univers sensoriel, il est vraiment propre à chacun. C'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas pouvoir l'évaluer. C'est à l'intérieur de nous, en fait. Donc, voilà, c'est propre à chacun, c'est unique et c'est différent selon nos expériences. Donc, le fait de multiplier les expériences va permettre à chacun d'avoir voilà, des petites choses. Comme l'a dit Martine, le cerveau enregistre tout, le corps enregistre tout. Et ça, c'est complètement indépendant de notre volonté. D'où l'intérêt de développer les 5 sens, du coup. Et on a tous des manières de ressentir différentes, en fait. Et j'ai vu une personne qui posait la question, mais comment font les aveugles, les sourds, etc. Ils développent d'autres sens beaucoup plus que nous, puisqu'ils n'ont pas le choix, en fait. Nous, c'est plutôt la vue. Nous, c'est la vue et l'ouïe qui sont beaucoup travaillés, mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas travaillées, d'où l'idée de le développer. Voilà. Et comme l'a dit aussi Martine, ces 5 sens diminuent et ne se développent pas et on peut les perdre si vraiment on ne les utilise pas. Et donc, le but de notre cerveau et de notre corps, c'est de s'adapter à notre mode de vie. Donc, si effectivement on ne sort pas, eh bien, ça va se restreindre et s'adapter. En fait, on a des enfants qui ne voient plus à force de regarder des écrans, en fait. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel tout ce que vous avez dit, c'est affiner nos 5 sens. C'est les garder en vie, les développer et aller le plus loin possible avec ces 5 sens, puisque certains sens vont nous permettre plus tard, pour les enfants en tout cas, de travailler ou d'utiliser ces 5 sens de manière très, très développée. Voilà. Et ensuite, ce qui est très ressorti aussi, c'était de partir de là où était l'enfant à chaque fois, de ce qui lui plaisait, de là où était l'enfant, et que c'était l'enfant qui menait, et que l'enseignant ou l'éducateur était là pour le suivre et être là de manière soutenante et accompagnante. C'est-à-dire de ne pas lui calquer quelque chose qu'on avait dans la tête, vraiment de partir de lui. Et donc, du coup, de ses 5 sens, justement. Manon avait donné l'exemple du petit garçon qui était très sur l'audition et la guitare. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important de partir des enfants. Voilà. Et ensuite, pourquoi dans la nature? Parce que très grande diversité de la nature, la couleur, les textures, les sons, les odeurs. Donc, ça nous propose une multitude de choses sans qu'on ait besoin de créer des situations factices, on va dire. Voilà. Et donc, dans la nature,
c'est vraiment les éléments. Donc, l'eau, la terre, le feu, l'air. Vraiment, c'est ces 4 éléments qui sont vraiment importants. En plus, essayer de développer sur ces 4 éléments, en plus de développer sur ces 5 sens et les autres sens dont Martine et les différents intervenants nous ont parlé. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un panel extraordinaire. Voilà, si on veut mettre en place les choses. Et donc, nous mettre en place des choses et laisser le jeu libre aussi, puisque c'est vraiment très, très important, puisque c'est là que justement, ils vont pouvoir, nous, on va pouvoir les observer et eux vont pouvoir se trouver aussi. Et donc, l'apport, c'est habiter entièrement son corps, c'est ce que disait Clotilde, jusqu'au bout des doigts. Et pour moi, c'est l'essentiel. Si on n'habite pas son corps, le reste ne suit pas. Et aussi, ce dont tout le monde a parlé, développer sa capacité à rêver, à s'émerveiller, à observer finement à travers le vécu. Et ça, c'est ça pour moi qui n'est pas évaluable, justement. Voilà. Et ce dont Martine a parlé aussi, non, je crois que c'était Martine, ouais. D'abord sentir, ensuite percevoir et ensuite comprendre. Pour moi, c'est l'approche qu'on devrait tous utiliser quand on travaille sur un tableau, quand on travaille sur une œuvre littéraire. Voilà, l'art notamment, c'est vraiment là-dedans. Ça enlève de suite, ça oblige l'adulte à se taire en fait. Et juste de dire, posez-vous des questions, regardez. Et ça, c'est l'approche scientifique aussi, c'est la démarche scientifique, la démarche qu'on a quand on est face à une œuvre. Donc pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai l'impression qu'un peu tout le monde part de ça aussi. Donc d'abord sentir, ensuite percevoir et après comprendre et poser des mots. Voilà. Et ensuite, la finalité de tout ça, et Martine nous en a parlé aussi, c'est ce qui nous permet de développer l'approche poétique, sensible et symbolique. Et donc d'aller du coup vers la pleine conscience, vers l'attention et vers le respect. Voilà. Et Hélène en a parlé tout à l'heure. Tout ça pour moi, ça amène à être là, être vivant. Et si je suis là, je suis attentif à moi, aux autres, à l'environnement et je respecte. Mais merci beaucoup. Et pour moi, c'est voilà, c'est ce qui ressort vraiment le respect. Merci vraiment. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Donc, en 1 minute max, nos panélistes, je vous donne la parole pour nous faire une petite conclusion. On va reprendre le même ordre. Manon? Oui, oula. 1 minute pour dire. Juste pour moi, ce que je retiens ou ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que l'approche sensorielle nous permet d'avoir conscience de l'importance d'être vivant, en fait. Moi, j'ai une panne. Pardon? Non, c'est bon, vas-y, je vais une panne. Et vraiment, je pense que du coup, faire l'expérience de l'approche sensorielle, c'est un acte militant pour moi. Aujourd'hui, par rapport à là où on en est aujourd'hui, toutes les crises que nous sommes en train de vivre, juste renouer avec nos sens, c'est s'ancrer dans une démarche militante. Et ça montre bien qu'on peut être dans cette démarche-là avec beaucoup de douceur. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé récemment. Mais voilà, militons avec nos sens, quoi. Vraiment, accompagnons les enfants dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup, Manon. Donc, c'était Clotilde. Oui, moi, je voulais dire que moi, je vais chercher mes inspirations dans la nature, en fait, et que je prépare jamais mieux ma classe que quand je peux aller me promener une demi-heure, 1 heure ou plus dans les bois ou dans la montagne, et que la nature, si elle est source d'inspiration pour nous, de la même façon, on peut penser qu'elle est source d'inspiration pour les enfants, pour être bien dans leur corps et dans leur vie, et pour faire les choses justes sur leur chemin, pour faire ce qui est juste, en fait. La nature, l'univers nous inspire quand on s'y connecte. Voilà, et du coup, ce que je voulais juste dire aussi par rapport à la formation, c'est un peu ça aussi, des formations, il va y en avoir plein de sortes différentes. On peut aller se former sur les plantes médicinales, on peut aller se former sur les pratiques agricoles, on peut aller se former sur plein de trucs, aller chercher chacun ce qui nous parle et là où on va vibrer en fait. Et quand on sera sur notre vibration à nous et qu'on la fera vibrer pour les enfants, on va les aider à avancer sur leur chemin à eux pour qu'ils trouvent eux-mêmes l'endroit où ils vibrent et où ils se sentent vivants, où ils se sentent connectés, où ils sont sur leur juste chemin, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Martine.
Oui, ben moi je voudrais terminer sur une note peut-être un peu plus positive. Je me dis que cette approche sensorielle, elle existe quand même partout, hein, même à l'école pour moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en art plastique, en maternelle, il y a plein d'approches sensorielles. S'il y a des parents là qui écoutent aussi, elle peut se faire beaucoup dans la maison aussi, en cuisinant avec les enfants, en choisissant des odeurs, un sac de bain, les savons, enfin, en allant dans le jardin, dans la nature. Toute l'éducation est quand même une éducation à cette approche sensorielle. Après, elle est plus formative, comme on l'a indiqué, avec les approches actives ou les temps de contemplation. Mais je pense qu'elle elle existe quand même déjà un peu partout quand même. Voilà. Ok, merci beaucoup. Juliette? Oui, moi j'avais envie de conclure avec deux mots. D'un côté, faire pencher la notion de handicap, puisqu'il y a une personne, enfin le handicap, ça peut être celui qu'on ressent quand on se dit mais je ne peux pas sortir, il y a tel contexte, il y a telle règle, il y a telle loi qui m'empêche de, hein, donc c'est cette notion du handicap, ou le handicap en termes peut-être de déficience sensorielle, puisqu'il y a cette question qui a été posée, mais quid des personnes qui sont aveugles ou malentendantes et qui ont une déficience sensorielle. Alors je pense à Freinet, forcément, Freinet qui a créé une pédagogie active parce qu'il avait ses propres handicaps suite à la guerre. Et quand je témoignais tout à l'heure de ma façon de faire découvrir les traces et indices de présence d'animaux, elle s'est créée, enfin, je me nourris beaucoup d'une sortie que j'ai faite où il y avait une dame qui était aveugle. Et donc, à chaque fois qu'on voyait des traces, en fait, c'est tous ces questionnements à elle qui m'ont fait me former et me dire, mais finalement, ce qu'elle demande en tant que personne aveugle, eh bien, c'est ce que je devrais apporter à toute personne aveugle ou pas aveugle. Donc, c'est bien aussi le handicap de cette personne qui, moi, m'a fait évoluer sur mes pratiques. Une déficience sensorielle qui amène à plus de sens, finalement. Merci Juliette. Eh bien, ça devient profond là. C'est bien. C'est très, on sent la dimension humaniste qui est là, même si on quitte en fait les sphères de la pensée peut-être pour aller plus près du corps avec l'approche sensorielle. Et ben, on sent à combien ça nous amène dans un humanisme qui n'a pas de limite. Ça, c'est merveilleux. Ça donne une espérance dans l'humanité, c'est clair, hein, de pratiquer ça. Hein. Et quand on voit comment les groupes fonctionnent bien avec ça, bon, j'en espère bien que ça va se développer davantage. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça. Merci beaucoup nos 4 panélistes et puis toute la technique. Je redonne et aux nos participants d'être là le dimanche matin à plus de 100, c'est impressionnant. Donc, je redonne la parole à Hélène Knoll et je remercie beaucoup l'association Rivage qui nous offre ces moyens techniques. Hélène. Oui, oui, merci vraiment de cœur à Bien au milieu, Hélène, s'il te plaît. Ouais. Merci beaucoup et de tout cœur à vous toutes, les panélistes, et à tous les participants qui font de ces webinaires des moments intenses, riches, passionnants et plein de questionnements et plein de partages d'expériences, de contacts, de ressources. C'est un véritable trésor, cette série de 3 webinaires. C'est fabuleux. Merci. J'avais juste envie de vous dire que moi, je suis dans l'éducation à l'environnement depuis 50 ans, et voilà. Et que j'ai des retours maintenant de jeunes adultes et d'adultes bien installés dans leur vie. Et chaque fois que je rencontre une des personnes avec lesquelles j'ai pratiqué des approches sensorielles et des balades sensorielles et des activités nature, ils en ont tous un bon souvenir et tous viennent vers moi pour me dire comment ça a été fondateur pour eux à un moment donné. Voilà, donc ça a compté dans leur parcours d'hommes et de femmes aujourd'hui, et ça compte toujours dans leur parcours d'hommes et de femmes. Et j'ai même une jeune maman qui m'a dit récemment, je suis vraiment désespérée de voir que mes enfants n'ont pas droit à ça, parce qu'à l'école, ça ne se pratique pas, parce que dans les loisirs, on ne le trouve plus. Du moins, sur notre secteur géographique, c'était le cas. Voilà, ce n'est plus le cas maintenant. Mais voilà, donc vraiment, c'est quelque chose qui compte, même si on ne peut pas l'évaluer. Les retours qu'on a par rapport aux adultes qui ont vécu ça sont quand même assez significatifs. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Et puis encore merci. Et c'est vraiment ça me fait vraiment très chaud au cœur, tous ces moments que nous avons partagés. Donc, nous étions jusqu'à 123 personnes à partager ce dimanche matin, alors que le soleil brille dehors, que la nature est accueillante et vibrante et qu'on a envie d'y aller.
Et c'est super de se retrouver voilà, sur ces questions-là et de développer quelque chose pour nos enfants. Merci. Donc, les panélistes, on va rester pour débriefer un peu. On va quitter nos participants. Merci beaucoup tous les participants d'être venus avec nous ce matin. Et donc, on va garder les panélistes qui ont le temps et les organisateurs pour faire un petit débriefing. Merci.